19e UX Forum Exosquelette. Qui dit 19 dit qu'il y en a eu 18 avant. Et donc, comme vous voyez, ça fait un certain temps que on s'occupe d'intégration des innovations et d'impact positif sur la santé au travail. Et aujourd'hui, ça va être encore plus, j'allais dire encore plus le cas, puisque on va se centrer sur les enjeux d'inclusion, de maintien dans l'emploi et donc de prévention secondaire et tertiaire, où le facteur humain est encore plus, j'allais dire, il est encore plus premier que ailleurs. Donc bienvenue pour ce 19e UX Forum. Pour que vous sachiez, on est super content que vous soyez là et que vous soyez à l'heure. Si jamais vous pouviez pas ou vous avez des copains qui ont envie de le revoir, il y aura un replay, et donc Jean-Loup qui est là capte, filme, et donc vous aurez sur le site donc voilà, notre truc ça va être de regarder des actions exemplaires en prévention. Moi je suis donc Anne-Marie Lefebvre, j'ai cofondé le Cercle Entreprise et Santé il y a un certain temps maintenant, puisque ça date de 2006, et il y a deux missions, l'une qui est d'éclairer un certain nombre d'entreprises, et donc une fonction club sur l'évolution de la relation au travail au spectre, j'allais dire, des impacts sur la santé dans tous ses états, global, physique, mental, social, on en reparlera, et puis l'autre, donc dans ce type d'enceinte et avec nos partenaires, d'ouvrir largement des expériences et des expériences porteuses dans ce qu'on appelle des UX forums, c'est-à-dire que moi je suis né le jour de Saint-Thomas, mais tout le monde peut être pareil en gros, et l'idée c'est qu'on part du terrain, on part des expériences et pas de discours ex cathedra là-dessus. Donc voilà, notre think tank existe déjà depuis un petit moment, et l'objectif c'est ça, c'est de porter à connaissance. Et donc on a en fait découvert, moi j'ai découvert il y a 6 ans les exosquelettes en fait, et pour vous dire comment, c'était par en fait une amie qui elle est prof au CNAM en management des services de santé, et qui avait été complètement étonnée de retour du Japon de voir 600 hôpitaux au Japon, tous équipés d'exosquelettes, j'allais dire à 360 degrés, c'est-à-dire aussi bien pour les soignants, les aides-soignants, que de l'autre côté pour les patients. Et donc, alors bien sûr, il y a des différences de configuration, mais l'idée, encore une fois, étant que la mobilité, la mobilisation physique est absolument essentielle. Surtout, je veux dire, c'est un pays qu'on doit regarder précisément, parce que je dirais qu'il a, hélas pour lui ou pas, mais 10 ans ou 15 ans d'avance sur nous, sur le vieillissement de la population, qui est un de nos vieux enjeux là-dessus. Voilà. Donc, ça c'est nous. Et puis nos actions et nos acteurs et actrices exemplaires, et ben ils sont sur scène. Et donc là on a choisi de faire un focus sur deux. C'est plus que 2 cas, mais en tout cas c'est deux dynamiques importantes. Et cette fois-ci, ce que je vous disais tout à l'heure, en prévention secondaire et tertiaire, et donc avec un souci de l'humain qui est encore plus grand sur la question du maintien dans l'emploi, de l'inclusion du handicap ou de la récupération, de la réhabilitation d'inaptitude. Et donc je vous présente, alors pardon de l'avoir dit au centre tout à l'heure, je ne le qualifierai pas comme ça, Frédéric Hédouin. Docteur Frédéric Hédouin, il est médecin du travail à l'UPJV. L'UPJV, c'est l'université Picardie-Jules Verne. Et alors, nous, c'était un partenaire, j'allais dire ancestral, mais plutôt du côté pédagogique. Et en fait, il nous cachait plein de choses. Ton homologue qui dirige l'Institut d'ingénierie de la santé, et ils font des expérimentations absolument géniales. Et puis Coraline, je dirais pas que c'est déjà une fidèle du cercle, mais elle est déjà intervenue plusieurs fois sur ces questions-là, et aussi sur les datas, c'est-à-dire sur la façon j'allais dire d'anticiper ce type d'enjeu. Coraline, elle est ergonome, donc c'est intéressant, c'est aussi d'avoir un peu des regards un peu en prisme de sources de fonctions et de formations différentes, et là dans un tout autre cadre, puisque c'est une industrie agroalimentaire, et qu'il s'agit d'ERTA. Et donc, alors pardon, on doit être un peu chauvin, parce que finalement vous venez tous les deux du Nord, mais ailleurs on fait des trucs très bien aussi, hein. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc Frédéric, c'est à vous que je vais passer la parole tout de suite. Et donc juste pour revenir sur ces questions-là, qu'est-ce que nous ont appris, j'allais dire,
6 ans de suivi, de mise en lumière d'exosquelettes. Alors, je veux dire que la première fois qu'on a eu un truc comme ça ici, je veux dire qu'à l'époque, Préventica nous a fait confiance. Ils nous regardaient tous comme des yeux comme des qu'est-ce que c'est que c'est fou. Nous, on s'occupait avant plutôt de regarder les choses du côté de la robotique collaborative, donc des choses lourdes. Et moi, ce qui m'avait frappé justement dans les questions des gens avant, là, c'était de nous dire tout ça, c'est bien, mais ça n'est faisable et utilisable que pour des postes fixes, des gens qui ont les moyens, qui globalement peuvent investir. Et qu'est-ce que vous faites de tout ce qui est les jobs solo, de bout de chaîne, éventuellement pas sur site ou autre? Qu'est-ce que vous en faites? Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on est venu à ça. Alors qu'est-ce que ça nous a appris? Je dirais que les premiers, moi j'ai découvert des métiers que je connaissais pas. Par exemple, l'un des premiers, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tireur de râteau? Et ben moi je ne savais pas ce qu'était un tireur de râteau, je vois que vous non plus. Et ben les tireurs de râteau, c'est les types. Là, ça peut être que des hommes. Pardon, d'être sexiste. Mais les tireurs de râteau, ce sont ces opérateurs dans les métiers plus de TP par exemple que de bâtiment, et qui étalent sur les routes le bitume, et donc ne peuvent le faire. Sont des trucs qu'on ne peut faire qu'à la main. On peut pas utiliser des bécanes. Et donc j'allais dire les pauvres mecs, ils sont absolument cachés très très vite. Donc non seulement ils ont du bitume chaud et autres, et donc là c'était une start-up qui malheureusement d'ailleurs a disparu depuis et autres, mais qui a été aidée pour aider spécifiquement ces métiers. Et tout l'enjeu, j'allais dire, de nos premiers UX Forum et autres exosquelettes, c'était, j'allais dire, la qualité technique, la perfection du matos, qui était souvent beaucoup trop lourd. Si vous voulez, quand vous avez 8 kilos à porter, ils sont arrivés à 2 kilos à la fin, donc ça devenait tout à fait et donc on a vu, si vous voulez, en gros toutes ces évolutions là. Les premiers, pour vous dire les choses, on avait, j'allais dire, que les grandes structures. Alors c'était ils sont très bien d'ailleurs, ils sont peut-être ici dans la salle, mais c'était Airbus, SNCF et autres, donc que des structures qui avaient en gros les moyens d'investir en recherche pour tester et autres. Et puis petit à petit, on a vu, je dois dire qu'un jour, on a fait un point d'honneur à faire intervenir justement que des PME ou des TPE, et c'était, alors je le cite toujours parce qu'en plus il est génial, et c'était une bête de scène, un artisan, et qui était un artisan maréchal ferrant, qui est sans doute l'un des jobs les plus compliqués qui soit. Mais on avait aussi par exemple des maraîchers. Alors les maraîchers, c'est pas non plus des jobs faciles, parce que d'abord c'est des tout petits trucs, et donc ils sont à la fois en train d'arracher les salades et après de porter les cajots à Rungis très très haut, donc des métiers extrêmement. Et là, effectivement, on arrivait plutôt dans ce qu'était ils essayaient plutôt d'arriver, alors bien sûr un peu en aide et en prévention, mais aussi en total préventif, ce qui n'était pas des masses locales. Alors voilà, et on a eu la chance de découvrir Frédéric il y a un petit moment, mais pardon, et qui fait, alors je vais pas faire du teasing, mais des choses absolument fantastiques. Il est à l'université, donc Picardie-Jules Verne. Alors c'est les rigots, mais une université, il y a combien de salariés, enfin de combien de gens qui travaillent là-dedans? Tu mets, alors voilà, et alors si je peux me permettre, sur le bas du menton, parce que ça permet de faire des photos. 500 personnes. Voilà. Voilà, et avec des métiers hyper variés. Voilà, c'est à toi. Et donc, moi, je suis un panel d'agents, à la fois des enseignants-chercheurs, des personnels techniques, des logisticiens et les doctorants, et aussi les personnels administratifs. Alors, la première... Alors, juste ce que je vous ai pas dit, c'est que non seulement il est génial, que vous allez voir, mais que en même temps, quand il était, donc il est médecin du travail, avec son doctorat de médecine du travail, mais en plus, quand il était non pas petit, mais étudiant, il était en même temps spécialiste de marionnettes, de cafeté. Et donc, vous voyez l'intérêt sur la biomécanique, et donc sur tout ce qui est les mouvements des articulations et autres. Et donc je dirais que l'intérêt de l'esthète et l'intérêt du médecin ont fait que voilà. J'ai fait ma thèse sur les marionnettes aussi. Donc ma première expérience, en fait ça part du cabinet médical, où on avait une enseignante chercheuse que vous voyez en photo ici, assise sur un fauteuil avec un aménagement qui ressemble à ce qu'on appelle un exosquelette aujourd'hui. Et là, c'est un dispositif médical qui n'est pas fixé à la personne. Elle s'installe sur le siège. Pourquoi je lui ai prescrit ça? Parce que elle ne pouvait plus, ça faisait 25 ans qu'elle travaillait sous hotte, où elle manipulait des tubes les bras en l'air. C'est un peu aussi la même pathologie qu'on retrouve chez les routiers. C'est une compression des nerfs, et ça fait un court-circuit. Elle lâchait
les tubes à essai. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de... Voilà, là on la voit, ça a été filmé il y a 15 jours. C'est une prescription qui a été faite en 2019. Donc là, elle l'utilise... elle le garde précieusement, personne n'a le droit d'y toucher, elle l'utilise quasiment quotidiennement et bon, elle est très contente des résultats de ce dispositif qui a un effet aussi anti-gravité. Hein. Donc là, son bras est porté, elle n'a plus la charge de l'épaule, de l'avant-bras, ça tire plus sur le plexus nerveux et donc elle peut continuer son travail de recherche. Je t'attends, une question de autres. Comment est venu le cas? C'est elle qui, sachant que toc toc, il y a un médecin du travail, venons donc taper chez Monsieur Frédéric. Voilà, ça s'est passé comment? Alors en fait, comme c'est un personnel hospitalier, elle a une bi-appartenance. En tant qu'enseignante, elle est dépendante de l'UPJV. Donc toute ma responsabilité, c'est sur le champ des laboratoires de recherche. Donc elle est venue me voir justement pour voir quelles étaient les solutions pour aménager son poste de travail. Bon, elle était en larmes parce qu'elle pensait qu'elle pourrait plus jamais... parce que là, c'est de la prévention tertiaire. Dans ce cas-là, c'est le handicap, elle l'aura à vie. Si elle n'a plus l'outil, elle ne guérit pas. Donc, elle est venue dans mon cabinet et on a fait des recherches. Et puis, c'est sur un dispositif médical. Donc, là, pour le coup, c'est une prescription médicale. C'est quelque chose qu'on peut pas voir dans un salon comme Préventica, puisque c'est un dispositif médical. Donc ça, c'était en 2019, ma première prescription de ce qu'on va appeler un exosquelette. Voilà. Dit dispositif d'assistance physique, mais ça fait un peu techno comme terme, donc on n'aime pas beaucoup. Exosquelette, c'est plus marrant, mais c'est pas très juste. Mais vous voyez que cet exosquelette n'est pas fixé au corps, parce que par la suite, vous allez voir, on n'utilise plus que des exosquelettes légers qui s'adaptent comme un sac à dos, en fait. Je te passe le suivant. Oui. Alors là c'est autre chose. On avait chez les agents de logistique ou les peintres et les électriciens une contamination de tendinopathie des épaules. Et puis, quand une tendinopathie n'est pas bien soignée et lorsqu'il y a une surcharge de travail, il y a une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs qui peut être partielle ou totale. Et donc, on avait un jeune agent, en même temps il avait 35 ans. Ça, c'était en 2022. Et cet agent, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas, après l'opération, la rééducation, une fois que son épaule avait retrouvé une certaine mobilité, qu'elle était moins douloureuse, je lui ai proposé de tester. Alors, il faut savoir qu'on n'impose strictement rien. On accompagne les gens. Vous voyez, la dame qu'on a eue avant, je vais la voir régulièrement. On fait des vidéos, ils participent, ils sont dynamiques. Ils savent qu'aujourd'hui, je présente leur situation de santé. Il y a une interactivité, on les suit tout le temps. Donc là, cet agent, c'était un problème donc de rupture de tendon qui est opéré, et puis il avait retrouvé une bonne mobilité et très peu de douleur. Donc je vais proposer un certain type d'exosquelette. Cette fois, c'est vraiment un exosquelette qui permet de travailler bras en l'air. Alors, il faut savoir que c'est des exosquelettes, vous ne pouvez pas les mettre tout de suite en 5 minutes. Alors, ils sont très faciles à porter, mais il faut apprendre à les régler, il faut apprendre à les utiliser au bon moment et pour les bonnes choses. Donc, les agents à qui je prescris ce type d'exosquelette font une formation dans mon service avec l'assistante de l'infirmière santé-travail, du psychologue du travail, et en général, on les forme à plusieurs parce qu'il y a une dynamique, parce que le formateur a son langage, ses façons d'expliquer comment on l'utilise, mais entre les agents, s'il y a un incompris de ce qui est dit par le formateur, et c'est ce qui arrive assez fréquemment, les collègues vont trouver des mots ou de l'humour ou une façon de présenter les choses qui fait que ça va être la formation va être intégrée et l'usage. Après, donc cet agent l'utilise depuis 2022, continue à l'utiliser, il n'y a aucun problème, parce que le problème des exosquelettes, l'inquiétude de mon côté, c'est que ça rentre dans un carton et que ça sorte plus parce qu'il faut le mettre en œuvre. Il y a le regard des autres. Donc l'agent, il a un surnom, maintenant on l'appelle Robocop, mais ça a été notre figure de proue pour l'intégration des exosquelettes de ce type en prévention primaire, pour lequel le ministère nous a octroyé un fonds qui a permis de développer l'usage de ce type d'exosquelette qui est actuellement utilisé par une dizaine d'agents à l'université. Donc c'était un cas. Donc, même type de question, c'est lui qui était demandeur. Comment les choses sont venues et comment a-t-il accepté ça? Et si je peux me permettre aussi, par parenthèse, la RH, qu'est-ce qu'elle a dit?
Alors en fait, ils savaient pas que ça existait. C'est parce que je fréquente le salon Préventica depuis un certain temps et que j'ai vu se développer les exosquelettes. Il y a beaucoup de modèles. Il faut savoir qu'à l'université, on a un laboratoire de recherche à l'Institut d'ingénierie de la santé avec un master handicap adaptation et on les teste avec ce laboratoire pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on sait que certains exosquelettes ça va pas du tout. Par contre, les résultats sont pas forcément hyper francs en laboratoire. Après, moi, ce qui m'importe, c'est le résultat de l'agent au cours du temps. Est-ce qu'il est moins fatigué? Est-ce qu'il a plus mal? Est-ce que ça lui apporte réellement quelque chose? C'est les résultats terrain qui m'intéressent. Donc, l'ARH, pas grand-chose. Ça les intéresse pas trop. Seulement, ils me voient un petit peu comme un ovni qui essaie toujours de montrer une nouvelle innovation. Bon, ils sont plutôt ils ont l'appétit de voir ce que je vais leur proposer à chaque formation, santé, sécurité et conditions de travail. Merci de dire ça parce que là, ce que dit Frédéric est tout à fait important. Si je peux me mettre sans faire de pub, l'université Picardie-Jules Verne, en tout cas sur la section ingénierie de la santé qu'on connaît depuis longtemps, qui est animée par un mec assez génial là. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une vraie triangulation entre la pédagogie, enfin l'enseignement, le laboratoire, et puis j'allais dire d'un certain côté le laboratoire in vivo et donc le vrai terrain qui est les fameux 2500 personnes là-dedans. Et donc là, juste retenez dans un coin de tête là, ce que vient de vous dire Frédéric sur notamment le projet de formation qui est complètement là on va les pousser à ça parce que c'est complètement je veux dire dérogeant par rapport aux formations process habituelles. Et donc de démarrage, je dirais pas ton type il traînait pas les pieds, mais non lui voilà, il attendait de voir, c'est ça? Je sais pas, il a beaucoup d'occupations, peut-être que c'était pas son cheval de bataille, ça va le devenir par la suite. Il y a un nouveau laboratoire où on va travailler exclusivement sur les exosquelettes. Sur ces questions-là, ouais. Parce qu'en tout cas, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il a servi un peu de cheval de Troie, si on peut dire, pour ses équipements, et donc aider un peu globalement les autres à débloquer les freins qu'il pouvait y avoir. Oui, puis ça a été le fait d'avoir été lauréat, on a attiré l'attention d'une entreprise américaine qui nous a donné des exosquelettes pour les tester. Malheureusement, nos tests sont pas super confirmants. Et après, attention, j'ai un doute sur la pertinence de nos tests. Peut-être qu'ils sont pas adaptés à ce qu'on fait. Peut-être qu'il faut revoir la méthodologie du test pour mettre en évidence les résultats. Parce que c'est des tests anciens. On teste la consommation d'oxygène à l'effort, etc. Donc peut-être qu'il faut revoir la batterie de test. Ça c'est vrai que il faut une grande humilité et adaptabilité là-dedans. Moi je viens d'un autre exemple, alors tout à fait autre, et là c'était à l'époque, moi c'était il y a 3-4 ans, j'étais allé chercher ça en Suisse parce qu'on trouvait pas en France des utilisations d'exosquelettes dans des hôpitaux. Et donc c'était avant le Covid, et donc la France a un certain retard là-dessus. Et je dois dire que les personnes qui étaient à votre place là ont eu du courage parce que le test était un échec. C'est-à-dire qu'en gros, le premier était un échec parce qu'en gros il s'agissait donc dans le personnel hospitalier c'est des femmes encore une fois essentiellement autour de tout ce qui était l'activité de lingerie, de buanderie et de laverie qui sont essentielles là-dedans. Et avec je vous passe sur les spécificités là-dessus, mais en gros on pouvait pas mécaniser ça avec des systèmes de lavage, surtout de repassage ou autre. Et donc ils ont trouvé qu'ils ont été cherchés en Norvège des exosquelettes qui apparemment ou en tout cas même fonctionnellement répondaient tout à fait bien aux trucs, globalement les bras en l'air. Simplement les systèmes avaient été conçus pour des mecs en gros 1m80, 1m85, 70 kg et se retrouvaient à être utilisés par des filles plutôt d'Europe du Sud, plutôt dans les 1m60, plutôt dodus. Et donc obligé, encore une fois, fonctionnellement le truc marchait, mais obligé, ce qui a été l'horreur et qui a fait arrêter l'essai, ils ont repris après, de se coller une ceinture en plus, et comme dans les avions, parce que il n'y avait pas le tour de taille globalement qu'il fallait. Et là, ça a été l'échec du premier. Donc c'est très important d'écouter les utilisateurs de ce côté-là. Alors ça, c'est ton deuxième cas. On passe au troisième. Alors le dernier modèle, ça c'est un modèle
qui est sorti l'année dernière. C'est un exosquelette du rachis. Alors vous voyez, c'est la technologie est assez costaud, c'est de la fibre de carbone. Peut-être avant la problématique, si je peux me permettre. Oui, alors on a des agents bien sûr qui ont des problèmes de dos, et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas mal de spondylarthrite ankylosante, donc des lombalgies chroniques, c'est des choses classiques, et donc là j'ai prescrit 3, donc 2 spondylarthrite ankylosante, et ça, ça fait 1 mois. Là, ils ont été fournis il y a 1 mois aux agents, donc on attend. Alors c'est curieux parce que quand on a des nouvelles technologies, on s'attend à ce que ce soit les plus jeunes qui se jettent dessus. Et ben non, là cette fois c'est le plus âgé de l'équipe de travail. Bon, il a des problèmes de dos, il est très très motivé à l'utiliser. Donc on avait fait des séances d'essai 1 mois auparavant, durant lesquelles il avait été très content de du test, de l'essai. Mais 1 mois après, on l'a équipé. Donc on en a équipé 3. Alors on a aussi une stratégie pour essayer d'éviter les échecs parce que les exosquelettes, on court très vite à l'échec avec ce type de dispositif. On essaye de faire des binômes dans une unité de travail, parce que comme ça, s'il y en a un qui a un problème pour le mettre en place, etc. Et puis le regard des autres, c'est plus supportable quand on est 2. En même temps, dans la communauté universitaire, on a constaté que même les étudiants vont vers les agents, s'y intéressent. Donc finalement, il y a une dynamique qui se crée dans notre structure autour de ces technologies nouvelles, dont faut rester modeste. Hein. Les résultats, il faut de la patience, il va falloir les accompagner. Le monsieur là, la semaine prochaine, je vais essayer d'aller passer du temps avec lui parce qu'on a des déménagements, des choses comme ça. Donc je vais voir avec lui. Son inquiétude, sa grande inquiétude, c'est on va pas me faire travailler plus, on va pas me faire porter plus. Ben non, c'est pas le but. Le but, c'est d'aménager le poste de travail parce qu'il a des problèmes de dos et de compenser. Ça, c'est la prévention secondaire. Ouais. Merci à toi. Peut-être qu'on peut, effectivement, si vous avez envie. Attendez. Non, je voulais juste demander, son métier, en fait, c'est principalement du port de charge. Voilà, c'est de la logistique, logistique. Alors que on a 2 agents, les 2 autres agents, il y a un électricien et un plombier. On essaye toujours de varier les métiers pour observer dans le temps les résultats par profession, pour voir s'il y a des choses qui ressortent ou pas. Est-ce qu'on a des améliorations? Est-ce que les gens se sentent mieux, moins fatigués en fin de poste? Après, c'est eux qui décident quand ils l'utilisent. Hein. Ils sont ultra autonomes, ils sont prescrits pour eux, ils peuvent l'emmener chez eux. S'ils veulent, par exemple, ce monsieur-là m'a dit, mais j'ai du bois à couper, est-ce que je peux l'emmener chez moi? Je dis oui, bien sûr. Il faut l'utiliser partout, il faut l'adopter. C'est son outil, c'est à lui, et il l'utilisera tant qu'il sera dans l'établissement. C'est à lui. Il ne peut pas le prêter, il est réglé pour lui. C'est lui qui l'utilise quand il en a besoin. Il faut vraiment leur personnaliser la prescription et les accompagner en disant, voilà, vous pouvez faire quand vous voulez, comme vous voulez. On n'attend pas de vous que vous le mettiez tout le temps, surtout pas. Et puis il faut surtout gérer le réglage, parce qu'il y a 5 niveaux de réglage, et en fonction de l'effort, si vous portez beaucoup de petites charges, vous allez mettre sur un réglage 1, par contre si vous portez des grosses charges, mais moins, vous mettrez sur un réglage 3 ou 4. Mais moi je peux pas vous le dire, c'est le ressenti physique de la personne. Moi je leur dis, je suis un enfant devant vous, c'est vous qui allez me dire comment vous l'utilisez. Moi je fais qu'accompagner, observer les résultats, et espérer que ça marche, et qu'après je pourrai le diffuser en prévention primaire. Merci. Peut-être avant de passer à Coraline, est-ce que vous avez déjà quelques questions sur les 3 cas que vous venez de voir, où on prendra de l'ensemble des questions tout à l'heure. Là, merci madame d'avoir posé cette question qui permet de repréciser dans quel cas effectivement c'est où ça. Voilà. Non, micro parce que c'est plus simple et vous attendez que Jean-Loup mette la caméra sur vous. Pardon. Merci. Petite question, donc j'avais vu le maté, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. A priori c'est un système de ressort sans batterie. J'ai vu au salon il y avait des systèmes de batterie. Vous parlez aussi de certains qui ne sont pas forcément recommandables. Alors je voudrais savoir l'avantage et l'inconvénient et pourquoi vous équipez sur les 2 exosquelettes, c'était 2 matés. Oui. Parce que mon expérience de ce type d'exosquelette et le résultat des témoignages des agents est positif. En fait, c'est l'expérience du terrain, les retours. J'aurais pas continué dans ce type d'exosquelette. Techniquement, ils ont une spécificité que d'autres n'ont pas. Si j'avais pas eu des bons résultats avec le premier modèle, sinon je ne serais pas allé. Par contre, il y a des modèles que vous voyez ici que je n'utiliserai pas du tout parce qu'en laboratoire, ils explosent.
Et donc la partie casse, je peux pas vous donner les noms. Après j'ai testé un exosquelette. Sinon vous ressortez pas et vous allez vous faire fusiller. Donc non. Surtout avec un micro, tout le monde m'entend. Et donc après j'ai essayé des exosquelettes électriques, du rachis. Ben moi je les ai testés, ça fait peur parce qu'ils vous redressent. Et vous imaginez pas, on sait pas ce qu'il y a dans le dos, quelles sont les pathologies, comment quel type d'évolution elles ont. Même si j'ai un scanner ou une IRM, ce type d'exosquelette, peut-être sur un dos parfaitement sain, peut-être il faut les tester. Après, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais moi, quand j'en ai essayé un, j'ai eu plutôt peur, en fait. Non, parce que je connais pas tous les produits, voilà. Et puis j'ai pas l'expérience. J'ai les expériences sur les deux d'avant. Sur celui que vous voyez là en dernier, on commence. Les essais ont été positifs par les gens qui les ont essayés. Je les teste aussi. Je m'amuse aussi avec. Je suis le premier à les mettre. Et j'ai confiance dans ce type de produit en termes de sécurité. Après, en termes de santé, je peux vous dire que les gens qui ont été équipés il y a 2 ans et l'année dernière, je les ai tous réexaminés. Je les ai tous revus en visite médicale. Je les ai tous vus sur le terrain quand ils les utilisent. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet négatif. Il y a des résultats positifs, des témoignages positifs. Donc, ils sont pas délétères pour la musculature parce que c'est une inquiétude. C'est la perte de masse musculaire. Et donc, et puis l'apparition d'autres pathologies, parce qu'on peut, avec des nouveautés, on peut aussi faire du mal. Donc pour l'instant, mais comme je dis, il faut de la patience. Moi, je pourrais vous en parler avec plus de certitude dans peut-être 3 ans. Je dirais là, oui, celui-ci, je le recommande et je pourrais donner le nom. Vous avez vu le nom, si je peux me permettre, à côté de l'extrême prudence et modestie de Frédéric, je crois que c'est son processus qu'il faut retenir et qui est, je veux dire, c'est constamment le test sur le terrain, c'est-à-dire ne pas se contenter de tests de laboratoire, d'un essai. Et quand vous voyez, j'allais dire globalement des prestataires, c'est certainement pas un machin, j'allais dire qu'on l'achète sur Internet ou sur une étagère. Il faut absolument que le processus d'analyse modeste tel qu'il est fait là vous soit proposé, sinon c'est pas acceptable. En gros là, je veux dire que le principe, moi je vous citerai pas globalement sur les marques, mais sur le processus, c'est très important, effectivement, de pouvoir que vous puissiez aller en interviewer un peu d'autres et tout seul sans avoir le commercial sur le dos globalement de ce qui a été fait, et que dans le processus, alors ça demande du temps, ça demande cette extrême modestie d'approche qui est là et de suivi, parce que on peut pas lâcher quelqu'un dans la nature avec un bazar comme ça sur le dos, ou globalement ça c'est clair. Alors les salons, et c'est normal, si vous voulez, en gros, les gens sont là pour vendre, et c'est normal, mais en gros, ce qui compte, c'est l'équipement, et c'est tout le process d'intégration, l'importance du facteur humain, et pas seulement, comme je le dis là, un peu bêtement, mais qui soit vraiment le truc sur le terrain. C'est ça qui compte, et c'est ça qui fera que, d'ailleurs, pour eux-mêmes, si vous voulez, en gros, moi, je vois ce qu'on connaît aussi globalement depuis 5-6 ans, j'aurais tendance à dire un peu comme vous voyez, on voit les bons et les autres, mais les bons ont cette modestie et cette approche terrain, j'allais dire, de longue durée, c'est-à-dire c'est pas de vente spot, c'est pas de truc spot. Ça, je crois que vous le soulignez très bien. Je te laisse la parole 3 minutes et puis peut-être on regardera ton 4e exemple, mais après... Une dernière chose, c'est pour moi, en tant que médecin du travail, c'est de la prescription individuelle. Ne me donnez pas 20 exosquelettes que je vais distribuer à 20 personnes au hasard, parce qu'il y a des gens qui font le même métier, à qui j'en donnerai pas. Pour le même métier, pour la personne que je connais, puisque les agents, je les connais depuis 24 ans, je choisis, en même temps avec l'encadrement et aussi l'agent, je choisis les gens à qui je le prescris. C'est individuel. Voilà. C'est mon expérience. Attention, c'est toujours limité à mon expérience qui est peut-être pas reproductible dans d'autres structures. Merci Frédéric de ta gentillesse là-dessus. Ouais, je vous passe mon micro, il faut le mettre sur le menton. Merci beaucoup. D'Acosta. Je représente la collectivité de la région Grand Est et on est justement sur un projet de mettre en place ce genre d'exosquelette pour certains agents. Et moi, vu votre expérience, qu'est-ce que vous nous préconisez? Qu'il faut d'abord passer par un médecin qui a un suivi dès le départ? Oui, il faut... Disons, moi, je vais défendre ma paroisse, parce qu'on est en voie de disparition, nous on est des oiseaux rares. Moi je vois très bien ma place dans ce dispositif. Et
comment on peut éviter d'échouer. Alors bien sûr, vous travaillez avec des ergonomes, le psychologue du travail est ergonome aussi. Il a son regard. L'infirmière santé-travail a son regard. Le formateur a son regard. C'est un travail collectif, mais je pense en effet, j'en resterai à la prescription médicale, même si c'est pas des dispositifs médicaux, même si c'est en prévention primaire, je pense qu'il faut qu'il y ait un pilote pour accompagner cet orchestre qui essaie de mettre en œuvre un outil. Si vous en mettez à tout le monde, parce qu'on vous dit vous ciblez des métiers, les peintres, les menuisiers, les électriciens, et on en achète 30, on leur donne ça, on les forme, vous allez faire une grosse erreur. Premièrement, il faut faire des petits groupes de formation, c'est aussi mon expérience, des petits groupes, comme j'avais dit, d'essayer de faire des binômes, bien cibler les gens à qui on fait, parce que vous avez dans les structures des richesses personnelles. On parlait de facteurs humains, vous avez des binômes au travail. Ils sont pas les mêmes métiers, il y a un peintre, il y a un électricien, ils sont souvent ensemble. Vous les équipez tous les deux. Parce qu'au moindre truc qui cloche, ça remonte dans mon cabinet. Donc c'est vraiment le facteur humain va être le point principal de la réussite en rappelant que c'est de la prescription individuelle. Mais merci en tout cas de poser la question, parce que vous montrez très bien que, et nous c'est un peu le principe qu'on a dans les UX Forums, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de prestataires, parce qu'on n'est pas un tremplin commercial d'autres. En revanche, ok pour leur demander, mais c'est toujours un témoin, et donc le témoin, là il faut vraiment le professionnel interne. Alors, pardon de lui lancer des roses, mais en gros c'est génial quand on a un médecin du travail, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est capable, celui qui a le regard, parce qu'il faut à la fois la compétence, et en même temps, il va pas rougir parce qu'il est sous les spots, mais et voilà, il faut être à la fois attentif et attentionné comme il l'est. Et donc moi je veux dire que des comme ça, j'en connais pas des masses, mais effectivement c'est important d'avoir quelqu'un dedans et qui soit dans la structure et qui connaisse aussi bien les métiers des gens et qui soit capable d'avoir l'attention personnelle aux individus qui sont en face. C'est pour ça que là on est, j'allais dire, sur l'exosquelette dispositif médical qui permet après le dispositif équipement de prévention, et ça sera peut-être le débat ce qu'on aura globalement tout à l'heure. Alors on va passer le micro, je passe ton truc là, on le prendra après, si tu veux bien, le quatrième exemple, et on va continuer avec Coraline. Donc Coraline, elle est ergonome chez Erta SAS, alors donc encore une nordiste, voilà, et donc parmi tout un tas de sangliers sur le feu, et tout un tas d'actions d'ergonomie, et notamment de recherche de dispositifs d'assistance physique, vous avez un certain nombre d'actions spécifique aussi en prévention secondaire et tertiaire. Voilà, c'est à vous, Coraline. Oui, donc effectivement, Coraline Rombouts, ergonome pour Erta. Donc on a 5 sites en France, 2 sites de production, un dans le Pas-de-Calais, un sur Strasbourg, 2 sites logistiques, un sur Lyon et Compiègne. Donc différents métiers au niveau de la logistique et au niveau des services production, nettoyage, qualité, et bien sûr tout un panel d'administratifs et forces de vente qui sont sur les terrains. Donc ça fait beaucoup de monde. Effectivement, nous on a commencé à intégrer les exosquelettes, à s'intéresser aux exosquelettes à peu près en 2020. Pendant le confinement, j'ai pu un petit peu éplucher toutes les sociétés qui étaient sur le marché. J'ai pris le temps de m'intéresser à ces nouvelles technologies, et à l'issue du confinement, j'ai pris des contacts avec 2 entreprises, donc Japé et HMT. Et là, on a commencé en fait à travailler ensemble. Donc le levier pour nous, ça a été d'intégrer les exosquelettes pour des personnes qui présentent des pathologies du dos notamment, ou des épaules, et on a pris le levier de la mission handicap, parce qu'à l'époque on appartenait encore au groupe Nestlé qui avait une mission handicap en interne, donc des financements très intéressants, on finançait nos aménagements de poste et nos dispositifs à 100%, donc forcément sur des dispositifs exosquelettes qui coûtent 6 000 €, j'ai pas à demander de l'argent à ma direction, donc c'était plus facile pour moi de les intégrer dans ce sens. Donc on a travaillé avec Japé sur 2 personnes sur le site d'Ilkirch pour des pathologies du dos, donc hernie discale. Donc à savoir que Japé est un neurochirurgien qui nous accompagne en fait pour valider que la pathologie de la personne est compatible avec le dispositif. Il y a des pathologies qui sont contre-indiquées avec le port de ce dispositif, donc nous on conforte en fait le fait qu'on
qui a déjà un retour d'expérience de l'entreprise et qu'on va pas exposer nos salariés à un risque d'aggravation de pathologie ou création de nouvelles pathologies. Donc ça, c'était important pour nous d'être accompagnés par Japé, et Japé avait développé en fait en interne un protocole d'intégration. Comme disait tout à l'heure le docteur, on va pas donner un exosquelette tel quel à la personne, on va pas lui dire tu le portes 8 heures de travail dès le début. Non, il y a tout un protocole d'intégration progressive avec des questionnaires, avec des échanges quotidiens avec l'infirmière de santé au travail ou moi. On cible, en fait du coup là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment propre à la personne. Donc peu importe le métier, pour le coup sur ce dispositif-là, on va cibler plutôt à quel moment on a les douleurs, à quel moment de la journée par exemple, est-ce que c'est plutôt le matin parce que je suis pas échauffée, je suis mal réveillée, etc. et je prends des postes de travail qui sont très physiques, ou est-ce que c'est plutôt en milieu fin de journée parce que je commence à fatiguer, j'ai les douleurs qui augmentent ou qui apparaissent, donc on va plutôt agir en préventif pour éviter l'apparition de douleurs ou éviter qu'elles soient plus importante. Et effectivement, j'ai aussi des salariés qui portent l'exosquelette à la maison. On a eu une demande en fait d'un collaborateur qui a du mal à trouver le confort avec son exosquelette sur son poste de travail parce que le poste de travail demande beaucoup de mouvements, de flexion, de devoir chercher quelque chose dans une cuve ou autre, et en fait le dispositif est un petit peu gênant, donc il a eu du mal à trouver sur quelle tâche bien porter son exosquelette. Il m'a demandé un coup est-ce que je peux emmener l'exosquelette à la maison pour jardiner, bricoler, etc. Et en fait on a refait un protocole d'intégration avec cette personne-là pour la maison, où on a ciblé des tâches, donc passer la tondeuse, faire la tondeuse, faire du petit bricolage, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nos collaborateurs, au fur et à mesure de porter des dispositifs sur leurs tâches de travail ou sur les différents métiers, on a aussi, nous, le retour d'expérience sur où l'exosquelette fonctionne bien chez nous. Voilà, par exemple un poste de soudage, on a abandonné parce que la soudure fait sauter les batteries, donc on va éviter de mettre en danger nos collaborateurs. Des postes de technicien où il y a besoin d'être allongé sous la machine longtemps ou en torsion et autres, c'est super contraignant, donc du coup on a mis ces tâches là de côté, et du coup quand on intègre les exosquelettes auprès de nouveaux collaborateurs, on va plus vite sur bien intégrer sur les bonnes tâches de travail. Donc ça c'était important pour nous à l'issue des 4 ans de retour d'expérience qu'on a. On a aussi... Pendant que vous reprenez votre souffle, une question comme à Frédéric tout à l'heure. Comment vous détectez ces cas-là? Comment ils vous viennent? Est-ce que c'est parce que vous avez le nez au vent dans les ateliers? Est-ce que c'est comment ça vient? À la fois la détection et après, j'allais dire quasiment la structuration du besoin, l'accoutumance et l'intégration, parce que il faut aussi, si je peux me permettre, accepter de vous avoir sur le dos. Enfin, vous êtes charmante, c'est pas la question. Et c'est pas vous perso, mais voilà. Donc comment ça se passe ça? Donc effectivement, en 2020, en fait, on a regardé les personnes connues dans l'entreprise qui sont pathologiques au niveau du dos, donc qui ont notamment une RQTH ou une invalidité ou une IPP plus de 10%, parce que c'est des personnes pour lesquelles on peut faire financer du matériel pour le coup. Et en fait, on les a reçus individuellement avec nos infirmières de santé au travail pour leur proposer de mettre en place un dispositif et qu'ils acceptent de faire un protocole d'intégration. Et on a ciblé 4 personnes sur le site d'Ilkirch et on a j'ai à peu près 8 personnes sur le site de Strasbourg. Et l'année dernière, avec Japé, ils ont lancé une étude clinique sur des personnes pathologiques, donc on a répondu favorablement à leur demande. On a eu 12 salariés qui ont participé, donc ce qui a permis aussi de développer. Donc là, c'est pas forcément des salariés RQTH, mais c'est des salariés avec des pathologies. Ça nous a permis aussi d'avoir des retours d'expérience sur les tâches et les postes de travail qui fonctionnent bien avec le dispositif Japé. Ensuite, on travaille effectivement avec HMT. On a eu un projet, donc là c'est la photo en bas à droite de l'écran, où on a un principe de devoir accrocher nos chapelets de saucisse au-dessus de la ligne des épaules, donc nécessitant de lever les bras. Donc là, José, que vous voyez en photo, il est
il est très grand, il fait 1m90, mais il faut se dire qu'il y a des personnes beaucoup plus petites sur ce poste de travail-là, pour lesquelles voilà, le bras monte encore plus haut. Je vous arrête 30 secondes. Parmi les personnes plus petites, il y a beaucoup les femmes, et donc ça c'est l'une des questions d'ailleurs, pardon, mais qu'on traitera globalement demain, et qui est l'approche, alors pardon d'être dans les termes à la mode, mais l'approche genre de ce côté-là, parce qu'on a quand même près de la moitié de la population au travail qui est dans cette catégorie. Donc voilà, l'une des questions que je vous poserai à tous les deux, c'est comment vous faites tout à l'heure avec les équipières. Donc effectivement pour le... Pardon, parce que j'ai lancé la salve et il y a une autre question. Ah d'accord. Alors moi j'ai juste une question. Vous équipez beaucoup du coup après une pathologie. Est-ce qu'avec le retour d'expérience que vous avez, vous équipez maintenant en préventif avant que les gens aient déjà mal au dos? Alors merci de la question, mais moi je vous demande, parce que je suis chiante, de ne pas répondre tout de suite, parce que ça c'est le débat, c'est exactement la question, c'est pourquoi on fait ça. Merci, vous anticipez, plus rapide que Lucky Luke, c'est la vraie question, c'est quelle est l'interface après pour capitaliser là-dessus. Bon, on va y venir. Merci. Allez. Donc je reprends mon cas d'accrochage des chapelets de saucisses en hauteur. Donc José, c'est une personne qui a deux pathologies aux épaules, avec risque de rupture de la coiffe. Donc très important, c'est quand même, ça fait partie des TMS. Il a la totale, lui. Ah bah, oui, le pauvre. Ça fait partie des TMS, voilà, les plus présents chez nous. Donc épaule, coude et ensuite le dos. Et en fait, c'est un poste de travail pour lequel on n'a pas techniquement possibilité d'améliorer. On n'a pas le choix, c'est le process du four de cuisson qui est comme ça. Donc il fallait trouver une solution intermédiaire en attendant de changer notre four de cuisson de saucisses. Donc là, on a travaillé 2 ans de suite avec HMT sur 3 prototypes d'exosquelettes, parce qu'on est parti sur leur dispositif Plume, qui est un équipement de base chez eux. Et on a travaillé avec l'ergonome, et les retours que José nous faisait sur le terrain, pendant 1 an et demi, 2 ans, on a eu 3 prototypes vraiment pour adapter au maximum le dispositif à nos contraintes de travail. Donc il y avait le fait qu'on doit accrocher les saucisses, mais il y a aussi une partie en fait où on doit venir chercher le chapelet sur une ligne sans avoir besoin de lever les bras. Il ne faut pas que le dispositif vienne gêner sur les autres activités, parce que sinon c'est aussi vu pour une contrainte. Et le but aussi, c'est de ne pas avoir besoin de forcer sur le bras pour pouvoir abaisser le dispositif. Sinon forcément on a un risque pour l'épaule au lieu d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir de douleur. Donc on a eu le dispositif qui a été validé par José parce qu'il est pathologique, donc c'est plus facile d'intégrer forcément sur quelqu'un qui a des pathologies parce qu'il ressent plus vite les bénéfices et la diminution de douleur du dispositif. Et maintenant José est notre ambassadeur donc sur le poste de travail, il accompagne tous les nouveaux arrivants, il propose le dispositif, il le règle, il accompagne les collaborateurs. Donc il faut vraiment se dire que là, il faut pour chaque projet, il faut qu'il y ait un accompagnant qui, pas forcément ergo, parce qu'à un moment donné, José est l'opérateur, mais qui connaisse bien le produit et qui fasse tout ce protocole d'intégration à chaque nouvel individu. Et ne pas forcer si la personne dit non, j'en ressens pas le besoin, ou non, ça me gêne. Voilà. Nous, on le préconise pas parce que la direction m'a posé la question, est-ce que maintenant que le dispositif est validé, est-ce qu'on préconise en EPI? On n'a pas pris le parti parce que c'est tellement complexe et individuel, c'est tellement aussi en lien avec le ressenti des personnes qu'on laisse libre les possibilités. Merci, je crois qu'on peut en venir à la question de madame là maintenant, qui est effectivement la vraie question. Comme dirait l'autre, on est dans un salon qui est sur la prévention théoriquement primaire, mais voilà, alors voilà, donc un peu de questions tous azimuts, et puis on attend aussi vos autres remarques. Comment se fait l'interface direct? Vous, Coraline, précisément, vous gérez les deux par principe, et moi j'ai aussi une question perso. Comment vous êtes tombé dedans? Parce qu'on se connaît depuis un bout de temps et je vous ai jamais posé la question. Pourquoi c'est vous? Parce qu'il y a votre collègue là-bas qui fait ça avec vous aussi, mais pourquoi c'est vous vous occupez de ça et pourquoi vous aimez bien? Moi, je trouve que toutes les innovations et les bonnes idées à prendre, il faut les prendre, faut les voir en salon, mais il faut aussi les ramener et faire des essais terrain pour voir si effectivement ça s'intègre chez nous. Dans mon travail, on identifie les risques ergo et en fait, j'ai identifié que chez Erta, on a quand même beaucoup de problématiques de port de charge, de manutention, de gestes répétitifs et de mauvaise posture. Donc, on essaye de trouver des solutions qui puissent nous aider, surtout aider nos collègues. Et du coup, en fait,
nous, on s'est arrêté à 2 exosquelettes. Effectivement, sur les salons, on peut en voir beaucoup plus. On essaye de bien intégrer cela, avoir nos retours d'expérience et l'avantage aussi, enfin moi ce que j'ai bien aimé chez ces 2 entreprises-là, c'est que c'est des entreprises qui vont dans l'évolution. Donc ils font le retour d'expérience qu'on leur fait, permettent d'évoluer leur dispositif et assez rapidement. Ce ne sont pas des distributeurs de matos, sans faire de pub à personne, c'est pas du distributeur de matos. Voilà, c'est ça. Oui. Ils ont des équipes compétentes, des bureaux d'études, Les 2 d'ailleurs, y compris celui du Sud, moi je l'ai connu quand il était en barboteuse, et l'autre aussi d'ailleurs, et effectivement ces 2-là ont enfin, on va pas faire de la pub, mais enfin, bref, une qualité quand même d'ingénierie, de suivi, d'écoute vraiment attentive, et à la limite ils savent dire ce qui commercialement est un peu dur, mais ils savent dire non, c'est pas adapté quand il faut, et ça c'est rare. Oui, effectivement. Et effectivement, donc par rapport à la prévention, donc là j'ai actuellement une alternante sur Ergo, sur le site de Saint-Paul, qui est en train de faire un protocole d'intégration sur 11 semaines sur des personnes. Donc c'est la photo du milieu que vous voyez avec notre collègue qui ouvre la blouse. Donc c'est des postes qui sont assez physiques où on manipule des pains de jambon de 27 kilos, donc en torsion, donc qui sont très à risque en fait pour le dos. C'est pas des postes fiables avec des CDI parce qu'on peut pas, c'est trop physique. On sait qu'on va accueillir des pathologies, donc on a des personnes intérimaires sur ces postes-là. Donc là, elle est en train d'intégrer auprès des collègues le dispositif. Donc là, pareil, hein, c'est bien accompagner le protocole, aller voir les collègues régulièrement. Et dans le protocole d'intégration, comme c'est des personnes qui n'ont pas de pathologie, pas de douleur quasiment quotidiennement, on a une partie où on intègre l'exosquelette, une partie où on oublie l'exosquelette pendant 15 jours, et ensuite on réintègre l'exosquelette pour vraiment voir avec dispositif, sans dispositif, avec dispositif, et avoir le retour des collègues. Donc là, le protocole d'intégration, enfin ce sujet-là, il est en train de se terminer cette semaine, donc je ne peux pas vous faire les retours. Les retours qu'on a, c'est qu'on a, malgré le fait que les gens n'ont pas de pathologie, on a quand même des retours plutôt positifs pour maintenant. Donc je pense que j'en parlerai dans quelques années. Je vais repasser le micro à madame à qui j'ai coupé la chic tout à l'heure pour que vous reposiez la question, et d'abord à Frédéric et à Aude. Bon, bah, du coup, je repose ma question. Suite à ce que vous avez mis en place par rapport aux pathologies, est-ce que maintenant vous mettez en place directement des dispositifs aux nouveaux personnels arrivants ou au personnel en place qui n'ont pas de pathologie? Oui, je l'ai abordé tout à l'heure quand j'ai parlé de l'exosquelette des membres supérieurs. En fait, pour pouvoir avancer sur la prévention primaire, il a fallu commencer par la prévention tertiaire et secondaire, parce que ça a été les outils argumentaires pour obtenir des financements. Pour que je puisse équiper en prévention primaire les agents, 8 agents, c'est du matériel qui coûte très cher, hein. C'est 6 500 €, formation comprise. Donc j'ai réussi à avoir un fonds interministériel qui a financé cette mise en place, l'introduction en prévention primaire. Maintenant, là, pour la suite, on a réussi à reconventionner avec le FIP. Alors pour les gens qui connaissent pas, le FIP, c'est le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui donne un énorme financement, et je vais prendre une partie de ce financement pour aller vers la prévention primaire, cette fois-ci pour le rachis. Mais je passe toujours par l'étape prévention secondaire. J'ai l'impression que c'est le chemin, pour l'instant, pour moi, qui est obligatoire. Et pour dire une chose, pour moi, les exosquelettes, c'est pas des EPI. Parce qu'il y aura un effet pervers avec les EPI, par exemple pour les chaussures de sécurité, c'est obligatoire. Si vous portez pas vos chaussures de sécurité, il faut un certificat médical, etc. Si vous transformez l'exosquelette en EPI, on va avoir des problèmes, parce qu'on va l'imposer à des gens qui n'en veulent pas ou qui ne voudront pas adhérer. Il faut plutôt aller vers les gens qui sont prêts, les gens qui sont... Il faut les cibler. Bien sûr, ça se fait avec les hiérarchiques. Il faut que ça soit un travail collectif et qu'il y ait une dynamique collective autour de l'agent qui l'accepte, valoriser ce choix, valoriser l'usage. Mais en EPI, c'est un peu casse-gueule. À mon avis, hein, c'est mon avis. Je sais pas quel est l'avis de l'ergonome.
de votre côté, Coraline, et juste pour répondre, ce qui me frappe dans ce que dit, c'est deux choses. C'est que d'une part, d'un certain côté, on a la conjugaison de l'argument recherche et pédagogie pour bien identifier sur les métiers ce que sont les besoins via la prévention secondaire et tertiaire, et puis j'allais dire trivialement pour la prise de décision par les décideurs qui nous gouvernent, c'est que c'est une aide au financement à passer de ce côté-là. Donc effectivement une aide au principe de réalité. De votre côté, Coraline, merci madame de la question. Donc effectivement aujourd'hui non, c'est pas le cas chez nous. On a encore des cas d'intégration auprès des personnes pathologiques. Par contre j'ai donc là, suite à l'étude, on espère que l'étude soit positive pour effectivement financer et proposer sur le poste les 2 postes de mise sous papier où c'est très difficile. Donc là on rentre dans la prévention primaire, mais après ce sera pareil, ce sera dédié une ressource dans l'équipe qui permettra d'accompagner chaque nouvel intérimaire à l'utilisation de ces exosquelettes. Donc libre après à l'opérateur de prendre ou pas prendre, hein, donc forcément on pourra ne pas y arriver. Et sinon non, j'ai quelques dispositifs qui me reviennent pour lesquels j'intègre un petit peu, mais sur du pathologique aujourd'hui. En gros, vous, Coraline, vous avez, je dirais, d'un certain côté, commencé par l'utilisation en prévention primaire. Donc, vous avez eu à vous le coltiner, si je peux me permettre, toute la pédagogie, à la fois du terrain et vis-à-vis aussi encore une fois, de la hiérarchie décisionnaire. Comment ça s'est passé, et sans révéler de secret d'État, qui vous a appuyé? Parce que souvent, quand on est sur le terrain comme ça, on est un peu tout seul. Et donc, comment vous aviez votre collègue, mais comment ça mise à part, elle mise à part, comment vous avez pu diffuser le besoin et finalement la décision? J'ai eu un très bon chef directeur industriel qui m'a suivi en fait dans ces innovations-là et qui m'a permis de débloquer en fin d'année, quand il restait un petit peu d'argent, il pensait à moi. Donc du coup j'ai pu faire financer quelques exosquelettes comme ça grâce à lui, et du coup ce qui m'a permis d'avoir quelques dispositifs en interne pour pouvoir continuer mon développement et puis montrer surtout les résultats aujourd'hui qu'on obtient depuis 2020 qu'on a démarré. Encore une fois, un appui d'une personne décisionnaire qui a cru dans le système et qui finalement avait un peu de noisettes sous le tapis relativement disponible. Alors peut-être une question à vous tous là, qui d'entre vous déjà utilise, que ce soit en secondaire, tertiaire ou en primaire, des exosquelettes ou des dispositifs d'assistance physique, qui a déjà cette expérience? Parce qu'on sentait de temps en temps un peu de questions, j'allais pas dire suspicieuses, mais voilà, avec là-dessus. Non, pas vraiment. Donc là, vous êtes venu un peu voilà, parce qu'il y avait de la lumière, comme dirait l'autre, et puis qu'ils sont sympathiques, et vous avez... Ah si ah ben voilà, alors attendez. Heureusement qu'il y a des cafeteurs. À vous juste nous dire voilà dans quelle activité, et puis voilà, les enseignements que vous en tirez. Voilà, donc comme ça. Alors je fais partie de la société Merck à Molsheim. Donc nous faisons des produits de biotechnologie, et sur notre site nous sommes à peu près 2500, et ce que nous avons commencé à mettre en place, c'est des dispositifs, des exosquelettes en compensation à des situations de handicap. On en a un sur le site pour le moment, et on a fait l'essai sur de la prévention primaire. Par contre, je pense qu'on est allé un peu vite, et peut-être sans accompagnement vraiment de détection si c'est en lien avec des pathologies ou pas. Et donc du coup, on est en train de revoir notre façon d'amener ce dispositif au niveau du terrain, mais on reste persuadé en termes de prévention primaire que c'est aussi un bel outil. Donc un retour plutôt mitigé sur de la prévention primaire, mais du fait de peut-être un accompagnement à recalibrer de notre côté. L'importance de ce processus-là. Merci. Frédéric, ton écho à toi justement là-dessus, et puis sur, encore une fois là aussi, sur le lien entre prévention primaire, secondaire, comment est-ce qu'on peut d'un certain côté pépiniériser tout ça En fait, je pense que la prévention primaire, ça peut marcher. Ce qu'il faut, c'est montrer à l'employeur combien lui coûte une rupture du tendon de l'épaule en maladie professionnelle. Combien de jours d'arrêt, la chirurgie, tout ça c'est l'employeur qui paye. Je pense que l'hospitalisation, je pense que là on est déjà plus loin que le prix, même si j'ai dit qu'un exosquelette ça coûtait cher, que le prix d'un exosquelette.
Donc on peut apporter des arguments économiques à un employeur. Alors il faudra du temps pour le démontrer, parce que moi, des épaules, j'ai beaucoup de pathologies de l'épaule, mais il va me falloir du temps pour le démontrer que économiquement, pour l'employeur, ça peut être intéressant, puisque ça va être l'argument qui permettrait de financer la prévention primaire. Ouais. Merci de dire ça. Je ne sais pas si vous avez une idée des coûts là-dessus. Je suis tombé par hasard, je veux dire avant-hier ou il n'y a pas très longtemps, sur une étude canadienne. Donc le truc là est en milliers ou centaines de milliers de dollars sur les coûts justement qui sont liés. Alors il y a les coûts qui sont liés au RPS et les coûts qui sont liés au TMS. Et effectivement, on est, je crois, on est en moyenne pour eux à 200 cas. C'est-à-dire ça va très très vite, si vous voulez, on dépasse les 100 000 euros, hein, tout à fait clairement sur l'ensemble des coûts induits là-dessus. Ouais. Merci à vous. Moi j'en profite. Alors pardon. Autre question. Oui, voilà. Merci monsieur. Sinon je vous garde le micro et c'est pas bien. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'accompagnement. Nous, on va mettre en place une expérience à partir de septembre chez nos personnels. Parliez tous d'accompagnement. Qu'est-ce que vous préconisez pour que l'expérience se passe bien et qu'on ait un bilan, on va dire, positif? Merci. Vraie question. L'une et l'autre. Alors, priorité aux femmes. Merci. Alors moi, ce que je préconise, c'est vraiment qu'il y ait une ressource, une personne physique qui sera dédiée au sujet et qui va vraiment suivre les collaborateurs, qui va faire aussi une synthèse avec des grilles, avec des petits questionnaires en fait de retour personnel. Donc vraiment suivre un protocole de A à Z et surtout suivre au quotidien les collègues. Dès qu'il y a le moins de soucis, conseiller vos collaborateurs à remonter les problèmes. Ils acceptent de jouer le jeu, mais il faut qu'ils acceptent aussi de partager quand ça va pas et d'alerter avant de se dire du jour au lendemain non, j'en veux pas de ton truc, ça me fait mal. Et en fait, bah ouais, mais ça fait 3 semaines que tu le portes, tu m'as pas prévenu avant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre en confiance et qui va accompagner quotidiennement. Peut parfois, vous voulez dire, pardon, excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous avez de temps en temps, moi je l'ai vu venir, mais alors rarement, pardon, d'où mon ironie de tout à l'heure, une bonne symbiose, une bonne synergie agissante entre RH et HSE sur ces questions-là, ou est-ce que c'est encore à travailler, comme on dit quand on dit qu'il y a des marges de progrès? Je suis un peu perfide, hein, pardon. Personnellement, chez nous, ça se passe plutôt très bien et au contraire, les RH parlent de ce qu'on fait sur le terrain, nous incitent à partager en commission santé auprès des élus, etc. Les projets qu'on mène. Donc, on est plutôt bien suivi là-dessus. Plutôt bien suivi, plutôt bon duo, et aussi ce que je voulais vous poser comme question, plutôt bon capacité de retour d'expérience, je dirais à la fois dans votre usine et plus largement et dans le groupe et éventuellement en dehors, enfin j'allais dire que ce soit les CCI ou d'autres, parce qu'on voit bien à quel point la pédagogie est importante, les retours d'expérience. Oui. Ouais, ça se passe comment chez vous? Non, effectivement, chez nous on a un bon relationnel et ce qui est sympa pour nous, c'est que le retour qu'on a aujourd'hui, c'est quand on a quelqu'un qui a une pathologie un avis médical, en fait le RH ou le manager vient nous chercher en nous disant est-ce qu'on peut pas mettre un exosquelette, est-ce qu'on peut pas mettre donc ça c'est plaisant parce qu'on se dit ok, ils savent qu'on travaille sur ces sujets et ils se disent aujourd'hui on n'a pas de piste et peut-être qu'avec ces dispositifs là on peut aider les collègues pour les maintenir dans l'emploi. Donc ça c'est donc la mayonnaise est en train de prendre et de prendre positivement. Bravo. Exactement. Pour ça. Autre question, parce que je voudrais revenir au 4e cas, pardon, parce que je suis passé très très vite tout à l'heure. Au 4e cas, donc on va remonter dans la chronologie des trucs. Au 4e cas de Frédéric, qui est un truc incroyable, quoi, qui est juste incroyable. Alors c'est peut-être avant de le présenter, vous pouvez dire quel est le problème, comment c'est venu, pour qui? Alors on parlait de question de genre, c'est pour une dame qui a une maladie du système nerveux, une maladie inflammatoire du système nerveux depuis une trentaine d'années, et elle est en phase déjà une phase où elle était. J'appuie sur le menton. Donc c'est une dame qui a à peu près 58 ans, qui a une maladie neurologique du système nerveux, une maladie inflammatoire qui entraîne des déficits moteurs, des troubles de l'équilibre, des problèmes de contracture musculaire.
Et donc, les circonstances c'est par hasard, on a découvert ce dispositif médical. Donc c'est pas un exosquelette, c'est un dispositif médical. Donc c'est tout moi à qui fait l'ai différent prescrit. dans l'aspect, comme vous le voyez. Et donc c'est assez extraordinaire parce que c'est donc une combinaison qui contient 40 électrodes qui vont stimuler des muscles. Donc vous voyez un dessin, il y a un muscle qui est contracturé. Pour le décontracturer, il faut stimuler avec les électrodes le muscle contralatéral pour détendre le muscle qui est contracturé, ce qui permet à la personne de reprendre contrôle du segment de membre. Donc là, cette personne qui est agent administratif ne se servait plus de sa main parce que dans le cadre de sa pathologie, elle a oublié sa main droite, elle ne l'utilise plus. Mais depuis, donc ça fait là à peu près 120 jours, plus de 120 jours, là elle a repris à écrire, elle a réutilisé l'écriture, alors que depuis 25 ans elle n'utilisait plus sa main pour écrire. Elle marche de façon plus fluide. Alors bizarrement, on stimule les muscles, donc on agit sur la motricité, mais on a vu aussi régresser le syndrome cérébelleux qui donne l'impression d'ivresse quand la personne marche, les tremblements au niveau de la main qui sont très gênants pour attraper, etc. Donc aujourd'hui, elle peut à nouveau avoir une gestuelle fine, notamment réutiliser le clavier avec sa main droite. Elle peut déboucher des choses. Alors on a des objectifs, c'est lui faire monter et descendre les escaliers, qu'elle puisse refaire aussi des choses dans la vie privée, qu'elle refasse ses courses, qu'elle aille au bord de la mer. Donc elle fait des stimulations. Alors elle n'est pas équipée tout le temps de ça, elle travaille pas avec. C'est chez elle tous les soirs. Alors normalement l'objectif c'est une stimulation tous les 2 jours, mais elle est tellement motivée qu'elle le fait tous les jours, tous les soirs, pendant 1 heure. Donc on travaille avec une équipe, on est en partenariat avec cette entreprise, et la semaine prochaine, alors ça joue aussi sur les douleurs, pas uniquement sur le gain en motricité, le gain en équilibre, ça joue sur les douleurs, et donc à partir de la semaine prochaine, on va le tester sur les fibromyalgies, parce qu'il y a un neurologue qui a travaillé sur ça, et donc on a une patiente dans mes agents qui a ça, et puis on va aussi le tester sur quelqu'un, c'était pas prévu, mais c'est moi que j'ai eu cette idée-là, sur quelqu'un qui a eu des sections de nerfs qui ont été greffées, qui a des contractures et des douleurs. On va tester sur cette personne qui est très jeune, qui a moins de 30 ans. Donc voilà, c'est quelque chose c'est assez troublant pour moi qui ai été dans toutes mes études de médecine. Pour cette pathologie, l'évolution c'est le fauteuil roulant, le lit et les escarres et la mort au bout. Et ben là, on n'est même pas dans la prévention, on est hors champ de prévention puisqu'on fait disparaître des symptômes qui se sont installés sur 30 ans. Et la personne retrouve la motricité. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'elle n'a pas conscience de tout ce qu'elle retrouve, mais nous, on va la voir régulièrement, on la filme beaucoup, parce qu'on voit des choses qui sont, c'est émouvant, pour moi c'est émouvant, et en même temps, après pour la convaincre, pour lui montrer qu'elle évolue bien, on lui montre nos vidéos au fur et à mesure du temps, et là, elle prend conscience de la reconquête de son corps, comme du membre supérieur. Comme je vous dis, elle avait le syndrome de la main oubliée. C'est un autre nom, mais c'est une façon de le montrer l'image. Elle ne l'utilisait plus. Et là, on l'oblige à l'utiliser. Et la semaine dernière, je lui ai demandé de prendre un crayon et d'écrire son prénom. Et elle l'avait pas fait depuis 25 ans. Et donc ça, c'est assez... elle a dit, il faut que vous me le dites pour que je le fasse. Et donc, je vais la voir souvent pour lui faire des choses dont voilà, avec sa main droite. Et puis elle marche pas normalement, mais c'est beaucoup mieux que ce qui c'était au mois de février. Voilà. Donc avec ça, on a ouvert une porte. Je sais pas ce que ça va donner, mais en termes de lutte contre la désinsertion professionnelle, de réintégration. Alors je l'ai proposé à d'autres personnes qui ont exactement la même maladie et elles ont refusé. Et pourtant j'ai insisté. Ça marche pas, vous voyez. On parlait de facteurs humains. Ouais. Tout le monde ne souhaite peut-être pas. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que je souhaite vraiment redevenir normal? Et là, c'est des questions philosophiques. Voilà. Donc pourtant, je l'ai appelé plusieurs fois. C'est un ancien chercheur. Voilà. Mais bon. Là, je crois que ce qui est vraiment essentiel, enfin moi ça m'a beaucoup touché quand Frédéric m'a raconté ça. C'est-à-dire que
on voit vraiment l'importance de la prise en compte de la personne. Ça c'est vraiment dans ta démarche, dans l'esprit avec lequel c'est développé. Et je veux dire que sur le fond, c'est vrai que moi j'essaie de qualifier cette espèce de truc, c'est une combinaison thérapeutique finalement. C'est une combinaison thérapeutique afin, j'allais dire, de réhabilitation médicale personnelle. Mais on voit à quel point, d'abord, si je peux me permettre, c'est le fait que ce soit un médecin du travail qui lui ait trouvé le truc, pardon de te lancer des roses, mais c'est quand même ça, mais en même temps, le cadre professionnel et le fait qu'elle retrouve, c'est quelqu'un, d'après ce que j'ai compris, il y a quelques responsabilités, qui se sentait diminuer et aller à la mort, en gros, c'était à peu près ça, et là, ce que vous observez, c'est quasiment, c'est pas Lazare, mais c'est globalement pas loin, quoi, c'est une espèce de, donc, oui, toutes les théories, je peux souvenir, qui étaient vachement à la mode il y a une dizaine d'années sur faut pas mélanger le privé et le professionnel, étanchéité globalement totale entre les deux. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant là dans ce que vous disiez l'un et l'autre, et je veux dire que une autre personne aussi me disait la même chose, c'est que quand vous utilisez ces dispositifs-là au boulot, je parle des exosquelettes, et les dire aux dispositifs classiques, c'est bien. Quand vous pouvez en plus les utiliser à titre perso, on voit bien la fluidité ou la récupération globalement qu'il peut y avoir, et l'approche qui est une approche essentiellement, d'où le titre qu'on a donné à notre UX Forum, humanisme, est une approche qui est profondément humaniste, et je trouve que ça donne de l'espoir à un moment où tout le monde est sur l'intelligence artificielle et l'artificialité du reste. C'est vrai que c'est vachement utile et que ça aidera aussi. Mais voilà. Votre écho, Coraline, vous vouliez dire 2 mots là. Allez-y. Oui, j'allais dire, ça me fait penser à un cas que j'ai eu avec un des premiers collaborateurs qu'on a équipé du Japé. Quelqu'un qui a une hernie discale, qui avait des douleurs quotidiennes, donc et beaucoup d'arrêts de travail à cause de ces douleurs. Pourtant, il n'avait pas un métier forcément très très physique puisqu'il était accompagnant d'engins électriques, donc c'est beaucoup de marches debout. Et en fait, on a intégré le Japé, ça s'est très bien passé. Il a vu ses douleurs diminuer jusqu'à disparaître. Pendant 1 an, il a été après autonome avec son dispositif. Et au bout de 1 an et demi, il est revenu me voir, enfin surtout l'infirmière du site, en disant ça va plus, je comprends pas, du jour au lendemain j'ai mal, j'ai rien changé, pourquoi j'ai des douleurs qui reviennent, je supporte même plus mon dispositif, qu'est-ce qui se passe? Donc on s'est posé autour d'une table, on a mis, on a retracé en fait toutes les activités qu'il a et les activités extra, et en fait on s'est rendu compte que Samy, il avait arrêté, il avait pris trop confiance dans son dispositif, il avait arrêté de faire du sport, il avait arrêté de faire la kiné, et en fait il a eu un déconditionnement tout bête, et du coup le dispositif n'est pas là pour compenser une musculature ou autre. Donc on a mis le dispositif de côté et on a repris un protocole, du coup d'entraînement avec Samy, en se disant retourne chez le kiné, retourne à la salle, refais ton sport, et quand ça ira mieux, on réintégrera le dispositif pour compenser les douleurs de l'activité professionnelle qui sont trop intenses. Voilà, donc l'exosquelette ne fait vraiment pas tout, quoi. Il faut pas oublier son quotidien, son hygiène de vie et autres. Et tes trucs sont pas acquis. Les trucs sont pas acquis, c'est-à-dire que s'il n'y a pas effort personnel, j'allais dire limite de tous les côtés, il y a un moment, la fameuse règle de l'entropie qu'on apprenait dans notre jeune temps, elle est là. Des questions, des réactions là-dessus, puis j'aimerais bien, sinon, ton 5e exemple dont tu ne m'as pas parlé, me dire je me souviens plus duquel, ton bibliothécaire. D'autres questions, remarques? Non. Alors tu veux bien nous en faire un truc là sur ça aussi, donc c'était un bibliothécaire alors qu'il avait écoute, raconte. Oui, vous vous rappelez le premier dispositif que j'ai prescrit chez une ancienne chercheuse. Alors que personne ne sorte, la voilà. Non. Voilà. Donc j'en avais prescrit un pour un bibliothécaire qui a des gros problèmes de handicap. C'est un handicap qu'il a depuis l'enfance. Il ne peut pas marcher, mais il veut absolument se déplacer debout avec des béquilles. Donc il a un semblant de marche, mais le problème des béquilles, c'est que ça lui a détruit les épaules. Et depuis des années, il n'utilisait plus sa main, parce qu'il travaillait sur la banque de prêt. Donc en fait, à l'université, on a des bibliothécaires qui travaillent à la fois sur les banques de prêt, et puis ils travaillent dans leur bureau à faire de l'enregistrement sur des catalogues. Et à la banque de prêt, il a toujours utilisé sa main gauche, et à partir du moment où on lui a mis ils ont son membre supérieur gauche, à partir du moment où on lui a mis cette compensation, et il a réutilisé, il m'a dit tiens c'est rigolo parce que je peux réutiliser ma main droite. Voilà, c'était donc on a retrouvé
on a réduit le handicap parce que c'est un handicap très 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 lourd. Hein. Et c'est quelqu'un de très courageux. Et on retrouve du potentiel physique et donc puis du désir au travail aussi. Ouais. Merci pour tout ça. D'autres questions, d'autres remarques, et puis sinon, je vais vous demander à la fois à tous les deux et à chacun un peu votre voilà. Ah bah tiens, là elle bouge, alors que tout à l'heure elle bougeait pas. Attends. Mif alors. Bon alors elle veut pas bouger, tant pis. Excusez-moi, c'est voilà. Ma conclusion, ça sera très simple. C'est pas l'exosquelette qui fait l'agent, c'est l'agent qui fait l'exosquelette. Et si on part sur cette idée-là, on peut avancer et avoir des bénéfices positifs pour les personnes qui les utilisent. Ouais. Et merci de la synthèse et de la dimension essentiellement perso-humanisme que nous n'oublions pas. Coraline, vous de votre côté. Moi, j'espère pouvoir parler effectivement de cas de prévention dans quelques années. On va essayer de travailler dessus. C'est mon objectif de demain, là, pour le coup, parce que comme ça s'intègre bien sur du curatif, là, le prochain pas, ce sera le préventif. Ce qui est vraiment important, c'est cette démarche qu'ils ont tous les deux. Alors, pour vous dire, on va les pousser à monter, déjà à analyser et ensuite à monter une formation, j'allais dire lambda, globalement pour tout le monde, avec cette démarche qui, je veux dire, va au-delà des process. C'est-à-dire que bien sûr, on est tous dans le process et c'est bien d'avoir tout ça, mais cette dimension d'attention et surtout de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide et le conseil, il se fait moins par le sachant, donc le grand gourou qui soit médecin, ergonome ou autre, que par les collègues et autres qui là-dessus ont leur propre pratique et développent les choses. Donc voilà, merci à vous sur tout ça. Je voulais vous parler un peu de nos prochaines étapes. Alors on aura, et donc merci grâce à Jean-Loup qui est là, les replays, les docs, le support et éventuellement d'autres choses sur le site du cercle. Donc si vous avez badgé, vous l'aurez. Et puis on continue puisqu'on en est au 19e. Je pense que le 20e sera à l'automne avec le CNAM, donc pas la CNAM mais le CNAM à Paris sur exosquelette et aide aux soignants. On a déjà fait des choses notamment sur les aides à domicile. Là c'était aussi avec la RAC et globalement de le Nord, mais en France ça a pris beaucoup de retard. Ça s'est mis un tout petit peu à se penser, si on peut dire, avec la question Covid, mais là maintenant ça y est, ça commence à bouger et à bouger vraiment. Et puis donc si vous avez tout ce qui est questions, témoignages et autres, on sera content de les avoir. Donc CES ou mon nom à m.levèvre cercle-es.com et on va continuer de ce côté-là parce que voilà, on a envie. En tout cas, merci à vous deux et je vous propose qu'on les applaudisse très fort parce que sont venus de loin. Merci. Et c'est très enrichissant sur tout ça. Et puis un grand merci à vous tous. Alors si vous êtes intéressés par la suite, demain on a deux autres trucs centrés sur la santé mentale. Le matin c'est santé mentale et les soignants et établissement de soins. Donc ça sera dans cette même salle à 11h30 je crois. Et l'après-midi sur santé mentale, usure professionnelle en plénière. Alors là ils nous font le tapis rouge avec la plénière, le live and go. Merci à vous tous.